l'emploi, il n'y a rien. Ça ne peut pas continuer. Et qu'est-ce que ça donne? Et ce n'est pas seulement pour le Sénégal. Le seul continent au monde où la majorité de la population, et c'est le seul, croit que leur avenir n'est pas dans leur pays, c'est l'Afrique. Tout le monde veut se barrer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, tu ne peux pas le changer aujourd'hui. On ne peut pas le changer parce que les jeunes ne sont pas éduqués, parce qu'on ne leur offre pas quelque chose. Quand on est jeune, on rêve, on a envie de rêver, on a besoin. On ne leur offre aucun rêve, rien. C'est vrai, le continent le plus jeune au monde, c'est l'Afrique. Et vous savez quoi? On est en train de fermer les maternités dans certains pays au monde. Parce que les gens ne font plus d'enfants. Et les maternités sont remplacées par les hospices pour s'occuper des vieux. Mais nous, c'est différent. On est de plus en plus nombreux. Et c'est vrai qu'on aurait pu jouer un rôle de dividende démographique, mais à une condition, c'est d'être formé et de rester sur place. Vous savez, les Chinois, c'est ça qui leur sont arrivés. Les Américains, pour des raisons économiques et pour des raisons d'accumulation financière, ont commencé à délocaliser et à produire ce dont ils ont besoin en Chine. Et ça permettait de faire baisser les prix à cause du prix de revient. Et ce qui s'est passé, c'est que les grandes sociétés américaines ne se sont occupées que de la commercialisation et de l'aspect financier. C'est Apple, Amazon, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois ont passé cette étape. Ils sont à la recherche de pays pour produire et eux vendre. Mais on est en train de rater le coche. Mais justement, lorsqu'on revient à la question des jeunes, aujourd'hui, pour vous, quels sont les mécanismes, les leviers qu'on devrait activer pour que justement les jeunes aient encore foi en leur pays et encore foi en leur continent et veuillent contribuer au développement de ce continent-là? Parce que quand même, l'Afrique ne sera pas bâtie en dehors des Africains. Le mécanisme le plus important, c'est l'éducation et la santé. Il faut offrir aux jeunes cette capacité. Et cette éducation doit être une éducation pour la formation. Et une éducation qui prête plus attention à la formation dans les disciplines scientifiques, mais aussi à la formation dans les disciplines littéraires. Mais il faut faire en sorte que ce qu'on a appelé le modèle fonctionnaire, qui finit, qu'on réinvente un modèle. Ça, c'est la deuxième chose. Il faut que nous soyons capables d'inventer un nouveau modèle de développement et de trouver les ressources, les mécanismes qui nous permettent de faire ça. Et la troisième et dernière chose, il faudrait qu'on arrive à avoir, disons, un exercice citoyen qui élargisse la démocratie, élargisse les corps de contrôle et qui puisse mettre fin à la corruption endémique qui a détruit et les ressources et la tête des sociétés africaines. Vous parliez tantôt de développement. Justement, c'est quoi le développement et à quel développement doit aspirer l'Afrique pour compter durablement sur l'échiquier mondial? Le développement, c'est la possibilité d'avoir des sociétés stables où individuellement et collectivement, les gens sont capables de satisfaire leurs besoins. D'avoir une société où il y a en fait la justice sociale et où le principe d'égalité est un principe, mais une société qui se donne pour vocation de faire en sorte qu'aucun de ses membres ne meure de faim et coupé d'un horizon qui est un horizon, disons, de projection dans un avenir qui est un avenir plus positif. On en revient justement au leadership parce qu'on ne peut pas parler de leadership sans vision, justement, sans vision d'avenir. Et plus précisément, on va parler de leadership, on va dire transformationnel. Après cette vision-là, qu'est-ce qu'on en fait et comment on va arriver à ce développement dont on aspire?
Je voudrais que vous reveniez sur justement les secteurs clés sur lesquels nous devrions travailler pour arriver à définir le modèle de développement que nous voudrions avoir en Afrique. Oui, c'est pour ça il faut penser la question autrement. La vision, ce n'est pas la vision d'un leadership, c'est la vision de la société. Et ça, ce qui donne cette vision, c'est l'exercice citoyen et la capacité de chaque individu dans une communauté à comprendre son rôle et à jouer ce rôle. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut dire, et c'est là où je voudrais encore réinsister une chose, le leadership, c'est une équipe, ce n'est pas un individu. Y compris, on peut avoir le président de la République, mais qui fait partie d'une équipe. Et c'est cette équipe qui porte un projet qui est le projet de la société. Que la société l'élabore, certaines parties de la société l'élabore ou pas, c'est cette vision de cette société qui se choisit un leadership. Et c'est ce leadership qui est transformationnel. Parce que le programme est déjà un programme de transformation. Je vous dis, un leadership sans programme, ça ne marche pas. Un programme sans leader ne marche pas. Mais les deux vont ensemble. On ne peut pas les dissocier. Et l'un ne vient pas avant l'autre. Ils viennent ensemble ou ça ne marche pas. Donc c'est pour ça, je ne crois pas qu'un leader va régler les problèmes. Un leader peut porter un moment historique. Je pense que Kagame porte un moment historique. Après 1994 et ce qui s'est passé, il a joué un rôle de leader pour effectivement régler des questions qui sont ces questions. Il y a 800 000 morts en je ne sais pas combien de mois. C'est ça, quand Mandela devient président de la République sud-africaine, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est pour ça qu'il est resté un mandat. Parce qu'il a accompli ce qu'il devait accomplir. On peut être d'accord ou pas être d'accord avec sa démarche, mais ce que Mandela a fait en tant que leader, c'est porter un projet de l'ANC, et ce projet a fait qu'il n'y a pas eu une guerre raciale en Afrique du Sud. C'est ça aussi, ce qu'on appelle un leadership, mais c'est un leadership qui a un programme. Et c'est une équipe. C'était Mandela, c'était Mbeki, c'était tous les gens qui ont participé à la lutte contre l'apartheid. Revenons sur la question du développement et surtout de l'économie. Aujourd'hui, en évoquant l'histoire, justement, comment peut-on retracer ce tandem entrepreneuriat et leadership? Vous savez, aujourd'hui, la question de l'entrepreneuriat est devenue la question centrale à cause c'est ce que j'appelais le temps du monde. Le temps du monde où nous vivons, c'est le temps du néolibéralisme. Et le néolibéralisme met l'accent sur les questions économiques. Pour l'Afrique, c'est une question très intéressante parce que quand on devient indépendant, l'idée c'est que les entreprises coloniales, et c'est vrai, nous ont exploité, le privé ne peut pas être avec nous. Il faut que l'économie soit une économie étatisée. Et c'est pour ça que la nationalisation a été le caractère central des économies africaines. C'est-à-dire l'économie était politiquement contrôlée et n'était pas indépendante. Ce n'était pas un secteur à côté du secteur administratif, à côté du secteur public. 10 ans après, 70, la grande crise, et à partir de 75, les ajustements, toutes ces économies sont en faillite parce que les sociétés parapubliques et publiques ont été très mal gérées, ont été en fait des instruments qui ont alimenté la corruption. Et c'était la crise totale. Et donc, quand on a fait appel aux organisations internationales, au FMI, à la Banque mondiale, ils ont imposé les plans d'ajustement structurel qu'on est toujours en train de payer. Mais ce qui est le plus grave dans la privatisation des économies africaines, c'est qu'elles étaient déjà privatisées. Quand on parlait d'entreprises publiques, elles étaient contrôlées par les cliques qui étaient au pouvoir. Et quand on a
privatisé, ce sont ces mêmes gens qui ont acheté les sociétés privées et qui ont mis en place des trucs. Et ce sont ces mêmes qui continuent à avoir, si vous voulez, les ressources qui sont les ressources provenant de l'État. C'est eux qui gagnent des marchés parce que les marchés servent politiquement à entretenir des clientèles politiques. Donc l'entrepreneuriat tel qu'il fonctionne en Afrique n'est absolument pas la réponse à la situation actuelle. Comment devrait-elle fonctionner? Mais parce que la plupart des vrais entrepreneurs, on les a cassés parce qu'ils ne voulaient pas faire de la politique ou parce qu'ils ne voulaient pas donner des trucs de corruption. Les entrepreneurs qui en sortent, ce sont des entrepreneurs qui sont dans le système ou qui participent, disons, à alimenter le système avec des ressources. Je vous dis, vous allez dans tous les pays d'Afrique, vous voyez ça. Je vous dis. Et selon vous, quelles sont vos recommandations pour justement assainir l'environnement et promouvoir un type de leadership, on va dire, indépendant quand même et prospère et durable? Je reviens à la même chose. Une citoyenneté responsable et la capacité de mettre en place, sur la base d'un programme, un leadership qui est un leadership choisi par les populations, qui est encadré, qui est contrôlé et qui doit rendre compte. Il faut aussi mettre en place des institutions et des procédures qui sont des institutions et des procédures qui sont capables effectivement de rendre toutes les opérations des opérations transparentes.